Voilà, l'idée c'était donc, comme vous l'avez vu, que on a une prévalence du Covid long qui varie beaucoup au sein de la population, notamment en raison des définitions utilisées, comme vous l'avez vu précédemment. Mais finalement, quelle que soit la définition qu'on utilise, on retrouve plusieurs facteurs de risque qui sont identifiés au Covid long et qu'on a essayé ici sur cette diapositive de catégoriser. Donc on peut parler de certains facteurs sociodémographiques, de facteurs liés à l'état de santé physique et mental, de facteurs aussi liés au comportement de santé, liés au travail, d'autres évidemment liés à l'infection par le SARS-CoV-2, d'autres facteurs qui sont liés à l'utilisation du système de santé, et des facteurs qu'on peut appeler psychosociaux, notamment l'isolement, le stress perçu. Et donc finalement, on a un tableau où on a beaucoup de facteurs, et donc, diapositive suivante. Et une des questions qui est importante, c'est que ces facteurs, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. On a des travaux, par exemple, dans le champ de l'épidémiologie sociale qui montrent comment ces facteurs sont reliés. Donc on a besoin de travaux qui incluent ces différents facteurs pour mieux comprendre l'étiologie du Covid long. Or, quand on regarde la littérature, on a finalement peu d'études disponibles qui intègrent l'ensemble de ces facteurs. Alors, on n'est jamais inclusif de tout, mais en tout cas, une grande partie de ces facteurs. Et puis, on a aussi, comme ça a été précisé, beaucoup d'études qui ont été menées dans le champ de la santé, dans le champ du soin, avec une représentativité de la population qui peut être un peu discutable. Et donc, finalement, on a une incertitude sur l'étiologie du Covid-19, ce qui peut être problématique à la fois dans sa prévention, mais aussi dans sa prise en charge. Et donc, on a voulu proposer un modèle conceptuel qu'on a voulu donc évaluer dans le cadre d'une étude sur un échantillon représentatif de la population en France, de France métropolitaine. Et donc malheureusement, on pensait que ce travail serait d'ores et déjà publié. Il est en cours de publication dans Communication Medicine, mais il n'est pas encore publié. Donc la suite des résultats seront confidentiels en attendant la publication qu'on espère dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Diapositive suivante. Donc, je ne la vois pas. Donc, en tout cas, je vais continuer. La diapositive suivante vous présente un modèle qui est conceptuel. Donc, ne vous inquiétez pas des flèches et de la complexité. En fait, ce que veut dire ce modèle, c'est qu'on part de caractéristiques qui sont socio-économiques et socio-démographiques, qui sont sur la gauche de votre diapositive. Donc, l'origine géographique, l'éducation, l'âge, le sexe et le niveau socio-économique à l'âge adulte. L'idée étant, au moment où le Covid arrive, qu'est-ce qui peut se passer? On sait que ces facteurs, ce sont des facteurs principaux de l'état de santé des populations. Les conditions de vie dans lesquelles on a été conçu, dans lesquelles on a grandi et évolué, sont les facteurs principaux de l'état de santé des populations. Et donc, elles sont à l'origine d'eux. Et donc, on les a mis au départ de ce modèle. Et effectivement, ces conditions de vie, elles vont agir sur le Covid long, qui est notre résultat et notre critère de jugement principal, par différents mécanismes qui vont impliquer l'état de santé physique et mental qui est fortement conditionné par les conditions de vie, également les comportements de santé, qui sont, la littérature est très volumineuse à ce sujet, déterminés en partie par les conditions de vie qui sont les nôtres, mais également des facteurs professionnels qui sont liés à l'exposition au Covid. Donc ça, c'est des facteurs qui sont liés aux conditions de vie, et les mécanismes qui vont, je dirais, petit à petit nous amener au Covid long vont impliquer effectivement des facteurs liés au Covid, la probabilité d'être infecté, la probabilité d'avoir plusieurs infections, la probabilité d'être hospitalisé va être liée à tous ces facteurs que je vous ai donnés en amont. Enfin, le soutien social, comme ça a été évoqué précédemment, la perception que l'on a du Covid, ces facteurs-là, qui sont aussi des facteurs importants, vont finir finalement de faire le lien avec le Covid long. Et vous voyez bien que les flèches, elles sont multiples, elles sont nombreuses, et donc elles sont évidemment difficiles à analyser, nécessitent d'avoir une méthodologie d'analyse spécifique. Donc ensuite, on a développé un modèle une étude qui a voulu donc s'intéresser à ce modèle-là. On a travaillé sur un échantillon aléatoire de la population française qui a déjà été présenté de manière précédente, de manière antérieure, et donc on avait 2 temps d'études que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont des temps d'études qui nous ont permis de recueillir des données qui étaient des données différentes, avec des données socio-démographiques dans le premier temps, mais le deuxième temps, dans 3 sous-échantillons, de recueillir de manière un petit peu plus fine et approfondie les maladies chroniques préexistantes, les comportements de santé, l'utilisation du système de soins, qui nous a permis finalement d'avoir les données
que l'on souhaitait avoir pour aller regarder ce modèle conceptuel à partir des données. Donc, on a utilisé des mesures de Covid long qui ont été présentées au préalable. On a utilisé la définition standard de l'OMS. Je ne vais pas la reprendre ici. On a utilisé différentes définitions que vous avez là, avec un renforcement de cette définition, puis après la définition NICE, et enfin la perception par le participant et la participante lui-même. Et donc évidemment, on a utilisé comme critère de jugement principal la définition de l'OMS et on a regardé les résultats avec les autres définitions pour regarder si on avait les mêmes résultats. La diapositive suivante reprend exactement le schéma que je vous avais présenté. Cette fois-ci, on a mis des numéros, 1, 2, 3, etc., pour vous expliquer comment on a mis les variables dans le modèle. On a d'abord mis, comme je vous le disais, les variables qui étaient liées à leurs conditions de vie, donc comme l'âge, le sexe, l'origine géographique, l'éducation, puis après la position socio-économique à l'âge adulte, et enfin, on a introduit les variables pas à pas, de manière séquentielle, et donc on a d'abord rentré la santé physique et mentale, puis les comportements de santé, et ainsi de suite, jusqu'à inclure les facteurs liés au Covid, et enfin la perception qu'on avait du Covid pour aboutir à un modèle complet qui intègre l'ensemble de ces 8 grandes catégories de facteurs de risque. En termes de résultats, juste pour être très bref et pas prendre trop de temps, ça a été dit, on avait avant de parler de la définition du Covid long, on avait 55% des participants qui avaient une infection probable, avec 88% qui déclaraient un test positif, et parmi ces personnes, 1% qui étaient hospitalisés. Quand on regardait la prévalence de Covid long, ça a été dit précédemment, on avait une prévalence qui était de 7,1 avec la définition de l'OMS, dont 60% qui avaient été infectés pour la première fois au cours de l'année écoulée. Et quand on regarde sur ces 7,1%, on en avait une soixantaine de pourcents qui avaient effectivement une définition qui correspondait à la définition renforcée. Cette prévalence était de 7,3 quand on utilisait la définition de NICE, et elle était de 13% quand on s'intéressait à la perception par le ou la participante. Et comme ça a été dit aussi précédemment, le chevauchement entre ces définitions, il est inférieur à 50%. Et donc c'était pour présenter pour confirmer ce qu'on trouvait dans la littérature, qu'en fonction de la définition qu'on utilise, on n'a pas la même prévalence. Quand on regardait la synthèse des résultats, que je ne vais pas détailler ici, on avait des résultats qui confortaient notre modèle conceptuel, avec finalement une influence des facteurs sociodémographiques, de l'état de santé pré-Covid, de plusieurs facteurs liés à l'infection. Et donc ça, c'était une fois qu'on avait fait le modèle complet. Donc ça veut dire que ces facteurs-là jouaient de manière indépendante des autres facteurs qu'on avait mis dans le modèle sur le risque de Covid long. Bien sûr, ce travail a des limites, des limites qui sont liées à la mesure du Covid long, on en a déjà parlé, au fait que ce sont des données déclaratives, ça aussi ça a été déjà évoqué précédemment, qu'il n'était pas aussi possible d'étudier l'effet des différents variants sur le Covid long. Et bien sûr, en épidémiologie, ça a été dit aussi par Joël, on est dans une logique de ne pas montrer de la causalité, on montre des associations. La causalité, c'est un vaste sujet en épidémiologie, et c'est encore plus compliqué quand on utilise des données transversales. Et on avait des effectifs qui étaient parfois limités pour certaines comparaisons. Quoi qu'il en soit, ces premiers résultats montrent qu'il y a un large éventail de facteurs qui sont associés au Covid long, et ça suggère que c'est effectivement, on peut percevoir le Covid long comme une complication de l'infection par le SARS-CoV-2, mais aussi comme la résultante d'un élément, d'un réseau plus large de facteurs contextuels qui influencent le risque individuel de Covid long au-delà de l'infection, et pas à côté ou indépendante au-delà de l'infection par le SARS-CoV-2. Et il nous semble important de considérer ces facteurs contextuels, parce que le fait de ne pas le faire aboutit à une prise en charge et à des stratégies de prévention qui ne seront pas optimales si on ne tient pas compte de l'ensemble de ces facteurs qui viennent augmenter le risque de Covid long. Je crois que j'ai terminé dans les temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vais juste commencer par lire un certain nombre de questions qu'on a reçues et qui pourront être répondues là. Alors, je ne vais pas toutes les lire parce qu'il y en a beaucoup. C'est quel travail épidémiologique sur les cas les plus sévères? Est-ce qu'il y a des études qui se sont intéressées particulièrement aux personnes sévères?
Pourquoi tant d'inégalités régionales, voire locales, dans la reconnaissance du Covid long? Pourquoi si peu de cellules Covid long par région? Là aussi, donc les patients sévères. Avons-nous des études plus récentes pour savoir d'une part si les symptômes ont diminué en septembre 2024, relation Covid long et d'actes du Covid? C'est une question par un médecin qui s'occupe dans le Vaucluse. Et est-il une étude de Sanlaus qui donne les données sur les adultes et les enfants en France? Quels tests sont utilisés pour déterminer l'état de Covid long? Comment adapter les modalités d'enquête? Donc, ça rejoint un tout petit peu les questions qui ont été posées déjà précédemment autour de la définition, autour de l'évaluation de la sévérité, autour des patients qu'on interroge. Il y a de nouveau la question sur les études par questionnaire ou par Internet en disant on exclut les patients les plus sévères qui sont moins enclins à répondre à ces enquêtes. Moi, je ne sais pas si les questions m'ont été adressées, je n'ai pas la réponse. Alors, les questions qui ont été posées sur les premières sur la sévérité. Juste un élément, les données de 2024, c'est difficile d'avoir des données de manière très, très réactive avec toutes les précisions que l'on souhaiterait. C'est une des difficultés qu'on a en épidémiologie, et les données qu'on a présentées ici, elles sont certes pas de 2024, mais elles sont vraiment récentes et permettent de caractériser quand même l'histoire de l'épidémie de manière assez fine. Bonjour, Jérôme Larcher à Montpellier, donc on n'est pas très loin. Merci pour vos résultats. J'avais alors d'abord deux choses. Une clarification sur une slide où vous parlez, si j'ai bien lu, 55% d'infections probables, et puis en dessous il y avait 80%, il y a un test positif. Alors, juste à mon avis, je ne sais pas si ça voulait dire quelque chose de manière particulière. Et non, parmi ces 55, on avait 80%. C'est moi qui n'ai pas été clair dans la diapositive. Ok, non, mais voilà, c'était juste pour clarifier. Et alors, je reviens sur finalement la question précédente et le 1% hospitalisé, parce qu'on a fait en Occitanie, pour le coup, une étude prospective longitudinale de cohorte avec le CREI-ORS. Et parmi tous les patients qu'on a vu rentrer dans nos centres de référence, on avait 15% de patients qui avaient été hospitalisés. Donc, bon, voilà, après, je pense que la méthode n'est pas la même et le résultat n'est pas le même, mais effectivement, je pense qu'il faut faire attention aux angles morts de ce type d'études. Et par contre, je suis complètement d'accord avec vous sur la notion de terme intégratif, parce que finalement, c'est comme ça qu'il faut à la fois réfléchir. Alors, vous le faites de manière conceptuelle, moi, des fois, je le fais de manière un peu plus pratico-pratique. Mais globalement, si on ne prend pas en compte tous les déterminants et si on n'agit pas sur tous les leviers qu'on peut activer, on voit qu'on n'y arrive pas. Et je pense que, vous voyez, étant à Toulouse et moi à Montpellier, c'est dommage qu'on ne se soit pas parlé avant. Donc je suis heureux de le faire aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir le continuer après. Merci. Avec plaisir. Juste sur la définition de population, ça a été dit par Cédric, hein, c'est une question, je rejoins aussi, c'est des questions qu'on a l'habitude d'avoir en épidémiologie. On essaye d'avoir des populations représentatives de la population générale, elles sont toutes déviées. Et effectivement, ce que vous dites est un point majeur. Il faut vraiment regarder sur quel type de population on travaille avant de pouvoir faire des comparaisons. Il y a un certain nombre de remarques qui sont encore une fois dans le chat. Alors il y en a, c'est pas vraiment des questions, mais je pense que c'est important de vous les passer parce que l'épidémiologie, ça sert aussi à ça. Hein, ça sert à avoir des données et à pouvoir derrière prendre en compte les patients. Et donc il y a une remarque beaucoup sur la prise en charge. Est-il prévu de former les médecins de la CPAM à la reconnaissance du Covid long? Pourquoi les services de prise en charge ferment? Alors un autre qui nous concerne un peu plus, en tout cas pour cette journée recherche, hein, c'est pourrait-on lancer d'urgence un projet de recherche sur le vécu des patients Covid long sévères et leur impossibilité d'accès aux soins, la non-adaptation des soins, etc. La réponse est oui. Hein. Après, il faut l'écrire, mais oui, rien n'empêche de créer un projet comme ça.